Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Nous vivons un étrange paradoxe lié à la communication et le voici, jamais nous n'avons eu les moyens de communiquer autant. À preuve, les journaux, les chaînes de télévision, les radios, le téléphone et désormais une technologie qui nous permet d'avoir des milliers d'amis à travers la planète, de leur faire savoir à tout bout de champ si on arrive ou si l'on part de la maison, si notre cuisse de poulet est trop chaude ou trop froide et autres choses très intéressantes. Mais, et c'est là le paradoxe, nous communiquons de moins en moins. C'est comme si cette multiplication des possibilités se payait d'un éparpillement de l'individu dans une foule d'opérations communicantes et en bout de ligne d'un appauvrissement, disais-je, du contenu. Devrait-on alors revenir à la lenteur de la communication et à la longueur du message communiqué? Mathieu Bock-Côté pense que oui, pour le plus grand bien de la pensée partagée et d'un espace public enrichi. Mathieu, bonjour. Bonjour. Donc c'est un texte que vous avez écrit dans votre blog du Journal de Montréal, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire ça fait à peu près un an. En fait, ça fait un an aujourd'hui que je tiens ce blog sur le site du Journal de Montréal. Et au fil de l'année, je me suis rendu compte que j'ai écrit très souvent des papiers. Le format blog, on s'y attend normalement, c'est 150 mots, 200 mots. Oui. On y écrit une humeur, on y partage un sentiment spontané, on y met une vidéo drôle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur mon blog depuis un an, finalement? J'ai plutôt utilisé ce format pour le renverser. Et j'ai préféré publier très souvent, assez régulièrement du moins, des papiers, ce qu'on pourrait appeler des papiers assez longs. Avec combien de mots à peu près? Ok, ça pouvait aller jusqu'à 5000 mots, 6000 mots. 5-6 000 mots? Oui. C'est un essai carrément. Et oui, bien, à la manière de petits essais. D'ailleurs, c'est une question assez importante. On y viendra. C'est-à-dire la place de l'essai dans notre société. Quoi qu'il en soit, j'ai écrit plusieurs papiers et souvent on m'écrivait en me demandant, cher Mathieu, j'aime bien vous lire, mais pourquoi écrivez-vous de si longs textes? Pourquoi écrivez-vous de si longs textes? On aime bien vous lire, mais franchement, on n'est pas habitué à ça. C'est pas un format qui nous convient. Et s'il nous convient, quand même expliquez-vous. Et là, j'ai écrit ce texte il y a quelques jours, qui est une forme de texte bilan de ma première année comme blogueur au journal. Pourquoi j'écris de si longs textes? Et j'explique pourquoi dans notre société, si la chronique, par exemple la chronique de 520 mots, de 600 mots, de 700 mots peut avoir sa place, doit avoir sa place. Si c'est un format qui est accordé au format des quotidiens aujourd'hui, il n'en demeure pas moins qu'il y a une place singulière à prendre pour l'essai dans notre société, pour un exercice intellectuel qui ne prend pas le format de la chronique et qui prend davantage de place pour approfondir, pour multiplier les nuances, pour multiplier les éléments de contexte. Et j'ai expliqué dans ce papier sur mon blog pourquoi j'écrivais de si longs textes. On verra à l'essai dans nos sociétés actuelles. Avez-vous essayé d'analyser pourquoi ces gens-là, vos lecteurs, vous disent que c'est trop long pour eux, c'est pas le format qu'ils aiment, etc. Est-ce que vous avez essayé d'analyser pourquoi ils vous disent ça? Oui, je crois qu'il y a une partie des lecteurs qui ont accepté la révolution Twitter, la révolution des médias sociaux et qui considèrent que le propre du progrès de la communication vient avec la brièveté du format. Et c'est manquer de respect envers le lecteur que de le contraindre ou que de l'inviter simplement à lire un très long texte. Il n'a peut-être pas le temps, justement. Ça, c'est une autre chose. Mais qu'il n'ait pas le temps, c'est une chose. Mais qu'on reçoive quelquefois des réactions assez singulières de gens qui nous disent pour qui vous prenez-vous d'écrire de si longs textes? Qui êtes-vous pour penser que vous avez quelque chose de si important à dire que ça puisse prendre 1500, 2000 mots, 2500 mots? Ah, parce que les gens font l'équation entre la longueur du texte et l'importance qu'à s'accorde un auteur? Oui, alors ça, tout le moins, c'est une réaction que j'ai eue à quelques reprises. De la même manière, certains me disent très bien, mais pourquoi ne pas publier de tels textes dans des revues académiques ou universitaires ou des revues d'idées confidentielles pour un public qui est préparé à accueillir de tels textes? Donc, et là, par ailleurs, moi, j'ai mon explication aussi. Dans la civilisation du cyberlien, dans la civilisation de l'instantanéité, du présent radical, les gens veulent s'informer, mais consomment les informations. Aussitôt acheté, aussitôt oublié. C'est le journal Métro, c'est le journal de gratuit là qu'on mais plus largement, je pense que c'est l'Internet. C'est-à-dire, c'est tout simplement, on est devant son écran, on a une capacité de concentration qui diminue. Franchement, la capacité de concentration aujourd'hui baisse significativement. Et qu'est-ce qu'on fait? On consomme des hyperliens. On consomme un petit texte, on consomme un autre texte, mais la capacité de concentration qui vient normalement avec un texte soutenu, qui exige qu'on s'y consacre exclusivement à lui pendant un certain temps, cette capacité de concentration qui est aussi normalement liée au livre, à la capacité d'écouter une pièce de musique et ainsi de suite, eh bien, cette capacité de concentration tombe dans nos sociétés. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le fait que nos sociétés sont souvent très adolescentes? La concentration, c'est le propre de l'adulte. Bien sûr, mais c'est le propre de l'adulte et c'est le propre d'une société où l'école a appris à se concentrer. Dans nos sociétés, on cultive la spontanéité. C'est le spontanéisme. On cultive le sens
sens du présent perpétuel, un désir libéré qui ne peut se fixer sur aucun objet. Le propre de mon désir est d'être un désir qui... le désir est pur, en fait. C'est un désir pur qui ne se fixe jamais définitivement sur un objet et qui permettrait ensuite de cultiver, d'approfondir cet objet. Alors, c'est dans une société qui n'est plus capable de cultiver le sens de la concentration. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, la capacité de lire des textes diminue aussi. Et je note par ailleurs, je le notais dans mon papier, que on le voit même dans la tête des éditoriaux souvent. Je pensais à un magazine français que j'aime beaucoup, que je lis chaque semaine avec d'autres, le Figaro Magazine, qui au moment de sa fondation... La mode est très bien d'ailleurs. Ah oui, on y parle de la mode masculine aussi, mais... Et féminine, mais les photos sont très belles aussi. Non, absolument, c'est un excellent magazine, mais je note qu'à l'origine, au moment de sa fondation en 78, les éditoriaux de Louis Pauwels, par exemple, faisaient quelquefois 1500, un peu plus que ça, 1800 mots, et ainsi de suite. Donc c'est un éditorial, et on prenait pour acquis que le lecteur du magazine, qui l'achetait le samedi, aurait le temps, le désir, la volonté de prendre ce texte et de s'y consacrer et d'éclairer ainsi l'actualité. Et au terme, en 93, 94, je crois que quand Pauwels se retire, ses éditoriaux ont 400 mots. Et je note que bon, là, il y a eu une correction avec le temps. Désormais, il y a, je pense, des éditoriaux de 800 mots dans le Figaro Magazine. Mais de la même manière, dans les quotidiens, au début des années 2000, dans les quotidiens québécois, il pouvait y avoir des éditoriaux de 1000 mots, 1100 mots. Aujourd'hui, quelquefois, c'est 400, 480, 450. Et là, je dis, en cette chose comme en bien d'autres, la taille importe. C'est-à-dire qu'en cette chose comme en bien d'autres, le format n'est pas indifférent à la capacité, au type de réflexion qu'on mènera, au type de réflexion qu'on aura. Le format plus bref, 400 mots, 420 mots, 450 mots, ainsi de quoi? Ainsi de des propos plus tranchés, des propos plus vifs, plus incisifs et quelquefois moins nuancés. Plus c'est court, plus on doit mettre de l'humeur et de la spontanéité, entre guillemets, et du vrai soi-même là-dedans pour compenser la... Oui, mais et inversement, un texte qui a de l'espace permet normalement d'explorer les nuances, de multiplier les comparaisons, d'approfondir historiquement, de révéler le sens des événements, de le situer dans un contexte plus large. Alors, comme je dis, la chronique a toute sa place dans nos sociétés. L'éditorial de 500, et croyez-moi, le nombre de mots n'est pas indifférent ici. Ça a toute sa place dans notre société. Mais sur le blog, ce que j'ai cherché à faire, finalement, c'est de réintroduire la forme de l'essai. Dans le débat public. Et d'ailleurs, l'essai est une chose, est une forme de texte ou de réflexion qui est en voie de disparition, notamment au Québec en tout cas. Il y a très peu d'essayistes. Je crois que le rapport à l'essai est trouble dans notre société. C'est-à-dire... En Europe, et ça on le voit dans les grands magazines comme Le Spectacle du Monde, Le Point, Le Nouvel Observateur, mais aussi les revues d'idées comme Le Débat, Commentaire, Esprit, qui ont quand même un accès assez important à l'espace public. L'essai participe à l'espace public. L'essai, donc c'est ce texte soutenu, approfondi, qui n'est pas pour autant un article académique ou un chapitre de livre, l'essai a sa place dans l'espace public. Mathieu Bocoté, un essai c'est quoi pour vous? C'est une réflexion soutenue avec un souci littéraire minimal, pourrait-on dire, qui dépasse la chronique coup de poing, qui dépasse l'opinion tranchée, qui dépasse l'opinion d'humeur, qui dépasse l'éditorial. Donc, appelons ça, c'est le projet d'un petit livre contenu en quelques milliers de mots, pour le dire poliment. Or, l'essai en Europe appartient à l'espace public. En Amérique du Nord, aux États-Unis, à tout le moins, il appartient aussi à l'espace public, dans la culture des magazines. Pensons à The Atlantic, au New Yorker, pensons au New York Review of Books, pensons au Claremont Review of Books. Il y a la place dans l'espace public, dans l'espace grand public, ou à tout le moins pour le public cultivé, pour l'essai. Au Québec, je constate que cette culture de l'essai n'est pas présente dans l'espace public. L'essai est finalement limité, le petit essai est limité au périmètre universitaire. Est-ce que l'essai a jamais vraiment eu droit de cité au Québec? Je crois qu'il a cherché à trouver un espace dans les années 60 et ainsi de suite, ou même au temps des brochures des années 20 dans l'Action française de Montréal de Lionel Groux. Les brochures de l'Action française avaient quand même de l'écho, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans les années 60, un texte comme la fatigue culturelle du Canada français avait de l'écho publiquement assez rapidement. Or, je constate qu'aujourd'hui, peut-être à cause de la professionnalisation de la vie intellectuelle sous le signe de l'académie et de l'université, l'essai est désormais contenu dans le périmètre universitaire. Celui qui écrit un essai ne l'écrit pas pour le public cultivé informé, mais il l'écrit très souvent pour les chers collègues. Et encore, à l'université, je vois moins d'essais que d'articles qui veulent démontrer une chose, c'est des trucs scientifiques. Absolument. Avec plein de notes de bas de page. Un essai, pour moi, n'a pas beaucoup de notes de bas de page. Voilà. L'essai déjà n'est pas très présent au Québec, et lorsqu'il existe, il est contenu pour le public universitaire, parce qu'on prend pour acquis que les autres ne s'y intéresseront pas. Or, la chose que je soutiens, et c'est ce que je défendais dans ce texte, c'est ce que je continuerai de faire dans les années à venir,
c'est qu'il y a de la place dans l'espace public. Il y a un public informé, un public cultivé, ou un public qui veut se cultiver, ça existe aussi, et qui veut, devant les événements, chercher à comprendre non seulement l'événement du jour, mais le situer dans un contexte plus large. Le penser, quoi. Le penser l'événement. Et là, je cite toujours ici Raymond Aron, penser l'histoire qui se fait. Je cite Anna Finkielkraut, penser le présent. Je cite Hannah Arendt, penser l'événement. Oui, et à travers ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable d'éviter que l'actualité devienne à elle-même son propre contexte. C'est éviter que l'actualité, finalement, soit un espace auto-référentiel. Et le projet de la vie intellectuelle, appelons ça la connexion de la vie des idées avec la vie de la cité. Parce que c'est le projet que j'ai mené dans ce blog, que je mène encore. La connexion de la vie des idées et de la vie de la cité, c'est de rappeler qu'on ne débat politiquement de manière intelligente que lorsqu'on est capable de révéler les enjeux fondamentaux liés à chaque problème. Enfin, ça, ce que vous dites en filigrane, Mathieu Bock-Côté, c'est le rôle du penseur dans la cité aussi. Donc vous vous donnez vous-même un rôle, vous vous taillez une place à votre mesure. Je ne le demande pas, je fais ce que j'ai à faire, je fais mon travail. C'est mon travail. Mais ce que vous dites, Mathieu, c'est que il y a place pour des penseurs dans l'espace public. J'en suis convaincu. Je crois que la figure de l'intellectuel et dans une société, la figure de l'intellectuel, c'est celui qui ne se contente pas d'un savoir strictement académique à destination des pairs, mais qui n'est pas non plus strictement dans l'humeur. C'est le penseur qui va dans la cité. Or, le penseur qui va dans la cité s'expose à d'autres critiques que celui qui reste entre les siens dans l'université. Forcément. Dans l'université, on discute entre chers collègues. Et c'est très bien, c'est un espace indispensable dans une société. J'allais dire chers collègues et néanmoins amis. Oui, bien évidemment. Ça peut exister à l'université. Hein? Mais, très juste. Mais dans l'espace public, on se souvient d'un autre type de critique. D'ailleurs, il faut écrire autrement. On ne peut pas utiliser le vocabulaire technique spécifique à l'université très souvent. Donc, il y a un style autre qui apparaît, mais qui ne peut pas être par ailleurs le style, appelons ça, délabré de la chronique d'humeur du blogueur du jour. Là. Donc, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un minimum de recherche stylistique. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a une place dans nos sociétés pour un intellectuel qui existerait au cœur de l'espace public. J'entends par là quelqu'un qui, lorsqu'un problème se pose, cherche à en dégager le sens, en révéler les fondements, parce qu'on ne débat véritablement que lorsqu'on sait quelle est la question de fond. Or, me semble-t-il que très souvent au Québec, les débats consistent à se chamailler sur une question dont on ignore la portée fondamentale. Donc, les dimensions économiques, philosophiques, sociologiques, anthropologiques, politique au sens large du terme, nous échappe très souvent. Ce qui fait que le débat relève davantage du divertissement que d'un approfondissement des enjeux qui constituent le bien commun. Mathieu Bock-Côté, ce que vous dites me fait penser à deux auteurs, Julien Benda et Pierre-Éliott Trudeau. Si on peut appeler Trudeau un auteur, parce qu'il a écrit quand même. En 1927 ou 32, je pense, il écrit la première trahison des clercs. Trudeau, en 62, écrit la nouvelle trahison des clercs. Vous semblez vous mettre en porte-à-faux par rapport à ces deux visions, parce que pour vous, l'intellectuel doit se mettre les deux pieds dans la glèbe, alors que pour Trudeau et Julien Benda, l'intellectuel s'occupe d'idées universelles, du bien, de la justice, sans trop se mêler de ce qui se passe dans la cité. Je citerai de manière inexacte Peggy, qui disait... Peggy le poète et l'essayiste. Ils avaient les mains pures, mais ils n'avaient pas de mains. Oui, d'accord. Alors, j'ai l'impression que pour certains ont une vision de l'intellectuel qui est la chose qu'on pourrait définir ainsi, c'est le gardien des idées pures. Or, je ne suis pas un conservateur des idées pures. Le travail que je cherche à faire, c'est un peu à la manière de Aron. À chacun ses modèles. Je trouve celui-là est quand même assez inspirant. Vous le citez presque à chaque chronique. Ah, oui, non, mais absolument. C'est d'ailleurs, je pense que c'est dans Manhattan, de Woody Allen, où on lui dit Alvi, tu te prends pour Dieu, puis il répond, il faut bien que j'ai un modèle. Bon, alors moi, ce sera que Raymond Aron. Vos prétentions sont un peu plus modestes. Modestes. Alors, Aron, il y a un très beau livre d'entretien qui paraît à la fin de sa vie, Le spectateur engagé. Et quand j'étais plus jeune, je comprenais ce titre sans le comprendre de l'intérieur. Et là, je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, le spectateur engagé, c'est celui qui refuse des affiliations militantes, mais qui ne refuse pas pour autant de porter des idées dans la cité, et qui sait par ailleurs que le propre d'une idée, lorsqu'elle s'applique dans le monde humain, c'est de se mêler de contingences, c'est de se mêler d'intérêts, c'est de se mêler de passions. Et le rôle de l'intellectuel, me semble-t-il, c'est d'être capable de nous aider à mieux comprendre simplement les contours de l'espace public et les contenus de l'espace public, sans croire que le débat public est la reproduction d'un séminaire universitaire. Vous dites intellectuel, Mathieu, c'est un terme qui ici est un peu sulfureux. On peut pas dire penseur plutôt?
On peut dire penseur, on peut dire intellectuel, je ne me chamaillerai pas sur les mots. Non, mais ici, intellectuel, déjà, ça fait un peu... il est un peu snob ou il a... Ah oui, mais ça, c'est le problème du Québec. C'est-à-dire, on voit dans chaque travail intellectuel soutenu une forme de pédantisme. Pédantisme dans un travail intellectuel, pour quelle raison? Parce qu'on parle bien le français, c'est ça? Je crois que c'est le rapport à la langue qui se révèle ici en bonne partie. C'est-à-dire, au Québec, la maîtrise de la langue est vue comme un signe de désaffiliation identitaire et nationale. Vous parlez bien le français, donc on vous accusera d'être un maudit français très souvent. C'est comme si le français québécois, pour être authentique, doit être relâché, déstructuré, et même au moment de l'écrire, on devrait l'écrire à la manière dont on le parle, ce qui n'est pas toujours une bonne idée au Québec. Et de ce point de vue, la fonction de l'intellectuel dans notre société est contestée, d'autant plus, devrais-je dire, qu'elle a été longtemps confisquée par la figure du clerc, par la figure du prêtre, qui avait le monopole sur le savoir officiel. Et lorsqu'on a rejeté l'Église avec la Révolution tranquille, j'ai l'impression qu'on a rejeté aussi la fonction intellectuelle. Et me semble-t-il que redécouvrir la fonction intellectuelle dans notre société, dans l'espace public, je le redis, pas seulement à l'université, mais dans l'espace public, redécouvrir un espace pour un travail de la pensée qui réfléchit au fondement de la cité et qui cherche à voir de quelle manière ils peuvent se matérialiser dans 1001 projets distincts, c'est un travail indispensable au Québec. Et je le redis, c'est le travail que je fais sans prétention exagérée. C'est-à-dire, on écrit de bons textes, on écrit de moins bons textes, mais ce qu'on devrait chercher à faire, me semble-t-il, c'est justement de prendre l'espace et le temps pour cette réflexion de fond. Et je note une chose, soit dit en passant, je crois qu'il y a un désir pour ça, il y a une demande pour ça dans notre société. C'est-à-dire, dans l'espace public, très souvent, on a le sentiment que le divertissement domine tout. On a l'impression, finalement, que les idées sont absentes du débat public. Et combien de gens sont nostalgiques, par exemple, d'une émission comme Apostrophe, comme Bouillon de culture? Combien de gens sont nostalgiques? Mais enfin, ils ont Midi Actualité, enfin, Mathieu Bocoté. Il n'y a pas de nostalgie à voir. Mais j'ai déjà écrit à votre propos, cher ami, de ce point de vue, en disant que le drame d'une émission comme le Midi Actualité est qu'elle est dans une station qui, sans être périphérique, n'est pas au cœur du système médiatique officiel. Elle le sera jamais. Non, ben, elle n'a pas vocation à l'être, non? Et pourtant, ça devrait être le cas. C'est-à-dire la fonction des émissions culturelles, des émissions d'idées, c'est ce qu'on appelle en France des émissions de fin de soirée, qui donnent une place aux idées dans la cité, au cœur de la cité. Me semble-t-il que c'est ça l'enjeu finalement. C'est-à-dire comment refaire un espace public qui ne soit pas digéré exclusivement par le divertissement médiatique. Mais alors, Mathieu Bocoté, comment voulez-vous que la liberté fasse partie soit au centre de l'espace public dans nos sociétés modernes? Ça, là, on débouche sur un autre sujet de chronique. On a je crois que c'est une aspiration profonde. Oui. Parce qu'on le voit sur Internet. Et ça, j'en fais l'expérience parce que j'écris quand même beaucoup. Et je note, au début, quand j'écrivais de textes si longs, on me disait, mais vous trouverez jamais de public pour ça. C'est ennuyant comme question. C'est ennuyant comme format de texte. Est-ce que je crois avoir constaté, c'est qu'il y a une demande pour, appelons ça, un travail intellectuel plus exigeant dans la cité. Je dirais même autre chose, il y a une demande, mais qui n'ose pas s'exprimer. Ah oui, absolument. Qui n'ose pas s'exprimer parce qu'on ne veut pas avoir l'air justement de rejoindre le camp des pédants. Mais il y a une demande de sens. Il y a la demande pour un espace public plus exigeant. Il y a la demande pour, appelons ça, imaginons, une émission culturelle ou 2 ou 3 à la radio qui donnerait une place aux idées, aux auteurs et ainsi de suite. Pas seulement sur le mode du divertissement, non plus sur le mode des 4 comédiens qui commandent 4 livres et ainsi de suite. C'est-à-dire un travail de fond. Je crois qu'il y a une demande pour la télévision, bien évidemment. Je crois qu'il y a une demande pour une émission, des magazines, des revues d'idées. Autrement dit, il y a une demande dans notre société il va encore falloir qu'elle trouve son offre. Et ça se fait pas par décret. Mais une demande devra trouver son offre pour une production intellectuelle de qualité qui permet justement de prendre une certaine distance avec l'actualité sans chercher par ailleurs à s'en affranchir radicalement, qui cherche à comprendre finalement les événements qui nous arrivent. Et me semble-t-il que de ce point de vue, Internet, j'y reviens, c'était le point de départ, son format peut être renversé. Trop souvent, on demande à l'Internet d'être bref, de produire des textes facilement périssables. Et bien peut-être qu'inversement, Internet, c'est un espace où on peut se remettre à réfléchir sur le long terme, une réflexion ample, approfondie, dense, sans se soucier exagérément, justement, des petites humeurs quotidiennes qu'on voudrait nous imposer comme seule manière de penser. Mathieu, permettez-moi de vous imposer, puisque vous utilisez ce mot, de vous imposer un texte à lire maintenant pour nos auditeurs. Il est juste ici. Il fait 3 pages. Lisez-le assez vite, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Louis de loi de Louis à oui, et qu'à oui Louis de loi de Louis.